Coucou tout le monde, dans cet épisode on reçoit Déborah Adjed Jarmon, c'est notre invitée du jour avec Maxence, un excellent épisode où vous allez pouvoir découvrir son parcours de lectrice avec plein de trucs et astuces à découvrir. Elle a été aussi nominée Femme de l'année 2024 par le film français. C'est la scénariste en train d'exploser tout au niveau des séries. Elle va vous livrer plein de conseils. On se retrouve juste après ces quelques petits sonores avec Maxence, bien évidemment. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoire. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoire. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes tout au trek. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback. Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Quand tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Secret pour vivre. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Séquence, toujours avec moi, vous êtes obligés de me supporter. Et Maxence, comment ça va Maxence ? Ça va bien aussi, vous faut que vous me supportiez aussi, il n'y a pas le choix. Voilà, écoute, vu les chiffres d'audience qu'on fait, je pense qu'on peut être assez fiers de nous. Je crois que les gens nous supportent à peu près le temps d'une quinzaine de questions pendant nos entretiens, donc ça va. Merci à toutes et à toutes, effectivement, en préambule, de nous suivre de plus en plus nombreux. On est ravis parce que franchement, on a même, pour rien vous dire, depuis 15 jours, on a doublé nos chiffres d'audience, donc c'est top. On arrive dans des top podcasts. On est même, nous, surpris dans les podcasts indépendants, donc c'est vraiment chouette. Quand on l'avait lancé, on s'était dit que déjà, si on intéressait déjà quelques-uns, c'était vraiment chouette. Mais là, on s'en est en train de... je le redis, on a des retours de producteurs qu'on peut croiser, de scénaristes qui nous écoutent. On a des petits messages hyper sympas, donc c'est vraiment cool. Et notre invité du jour, on a rebondi dessus parce que elle a été nommée en tant que femme de l'année par le film français. Et ça tombait super bien parce qu'avec Maxence, pour vous mettre un petit peu dans la confidence, on est dans une démarche où on voudrait mettre la parité dans nos invités sur le podcast. Mais il s'avère que quand on a démarré le podcast, on a eu beaucoup plus de retours très réactifs de scénaristes hommes et peu de femmes. On tient à vous dire que là, on est en train de rééquilibrer complètement tout ça. Donc Déborah va nous porter chance, Déborah Adjed Jarmon, que Maxence va vous présenter dans quelques instants. Mais voilà, pour vous dire qu'on est très regardant par rapport à ça et que voilà, donc à partir de cette séquence 11, si je ne me trompe pas, nous aurons une parité parfaite sur le podcast. Et si c'est pas le cas, vous aurez le droit de nous taper, en tout cas de taper Maxence, parce qu'il est plus grand que moi. Bon, trêve de plaisanterie, je fais rentrer Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour, ça va bien ? Bonjour. Ça va Super, plutôt bien, et toi surtout ? Bah très bien, très content d'être là, merci pour l'invitation. Comme je le disais, on avait vu cette actu. Alors, malheureusement, je crois que tu t'es fait voler le prix honteusement par Coralie Farja. Je dirais plutôt heureusement, j'aurais été très mal à l'aise et à voir parce que c'était amplement mérité et puis je trouve que son film est super et en plus, même le propos du film est hyper méta en fait avec le trophée qu'elle a remporté. Donc non, j'ai été déjà très honorée d'être nommée, je sais plus. Et c'était une super cérémonie et Coralie Farja le mérite amplement. Donc bravo à elle. T'avais prévu un discours ou pas ? Non, pas du tout. Donc j'étais aussi soulagée de ce point de vue-là parce que je me suis en toute logique, je pense que Coralie Farja va gagner. Donc je suis arrivée très détendue. J'ai bien profité des petits fours, de l'ambiance.
j'ai papoté, j'aurais même pu louper l'annonce. Donc pas du tout de discours de préparé. En tout cas, c'est une super belle déjà reconnaissance dont on parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Mais pour introduire tout ça et pour que les gens te connaissent un petit peu plus que mes deux trois trucs très superficiels, je laisse la parole à Maxence. Bienvenue sur Séquence, Déborah, on est content de t'avoir. Les auditeurs, ils peuvent te connaître en tant que scénariste, donc sur des projets notamment comme La Maison d'en face, qui était sur M6, ou encore des séries comme Brigade Anonyme ou le Remplaçant auquel tu as participé. Mais tu es aussi beaucoup plus que ça, puisque tu as commencé en tant que lectrice et conseillère d'acquisition, tu as fait plein de choses, donc tu as une vision qui est quand même assez différente des personnes à qui on a pu parler jusqu'à présent. Et du coup, moi, ma première question, ça va être, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça t'a apporté un avantage d'avoir été des deux côtés de la barrière? Totalement, je regrette pas du tout. J'ai même de temps en temps, non pas des regrets, mais je me rends compte que certains aspects de certains métiers que j'ai pu exercer me manquent, même si, je me sens vraiment beaucoup plus épanouie en tant que scénariste. C'est vraiment ma vocation, mais je regrette pas du tout, d'être passée par là. Je pense que ça m'a appris, des compétences. Ça m'a aussi permis de connaître des personnes avec qui je travaille aujourd'hui de «l'autre côté» entre guillemets de l'écriture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai travaillé pendant 2 ans pour Manuel Alduy, que vous avez reçu, il y a peu de temps Mais complètement. dans votre podcast, qui a été un super, mentor. J'ai appris beaucoup, à ses côtés. Il nous a dit complètement l'inverse. Hein. Ah non, Bien sûr, on a coupé ça. On s'est dit, on peut pas te faire ça, c'est trop vache. Et en fait, je pense qu'aussi c'est un métier, on ne connaît pas vraiment le métier de l'autre, en fait, le métier des autres acteurs de la chaîne de production. Et je pense que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faudrait trouver un moyen de mieux, en fait, appréhender les challenges au quotidien que peut connaître un réalisateur, un producteur, un technicien, un diffuseur. Parce que finalement, c'est peut-être mon côté utopiste, idéaliste, mais je pense qu'on a tous envie de faire le meilleur film possible, la meilleure série possible, etc. Et malheureusement, on a tous des contraintes à notre échelle, à notre niveau. Et c'est parfois un peu compliqué quand on est face à ces gageurs, face à des désillusions, des aléas, etc., de réfléchir aussi à ce que vit l'autre. Et je pense que moi, du coup, ça m'a appris à être moins stressée, moins frustrée au quotidien quand il y a des contraintes budgétaires qui, du coup, me brident dans le scénario, quand un diffuseur retoque un projet, etc. En fait, j'arrive aussi à un peu comprendre d'où ça vient. Comment l'écriture, d'ailleurs, elle arrive sur ton parcours? Alors, je pense que depuis petite, j'ai toujours écrit. Après, j'ai écrit vraiment des choses très différentes, des poèmes, des haïkus, des petits romans, des petites histoires. Enfin, j'avais besoin d'extérioriser un peu, ce que j'avais dans la tête. Je suis atteinte de TDAH, j'ai une hyperactivité cérébrale qui, pour le coup, m'a jamais, porté préjudice. Et donc petite, j'ai tout de suite trouvé ça comme exutoire. J'ai aussi pas mal dessiné, d'autres, activités artistiques, mais ça a toujours été l'écriture, qui m'a le plus, épanouie, qui m'a le mieux permis de m'évader. Mais j'assumais pas du tout, en fait, le fait d'écrire, j'avais peur de pas être bonne. D'ailleurs, j'ai encore ce syndrome de l'imposteur comme beaucoup, je pense, d'entre nous dans la profession. J'avais peur aussi que ce soit un métier trop précaire, j'avais peur de pas y arriver. Donc je me suis longtemps cachée, derrière d'autres, activités, d'autres responsabilités. J'ai pas du tout fait les études pour, alors que je pense sans aucun problème que j'aurais pu, viser, des études de scénariste. Mes parents m'auraient encouragée, m'auraient soutenue. J'étais pas du tout dans cet, environnement-là, mais j'assumais pas, j'étais moi-même dans le déni. Et est-ce que parce qu'on a eu pas mal de scénaristes qui ont été lauréats de divers concours et prix type Sopada. Est-ce que toi, ça s'est, imposé sur ton chemin aussi à un certain moment ou, enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Tout à fait, c'est une très bonne question. En fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, ce qui m'a vraiment permis d'avoir une certaine confiance en moi et en mes capacités, ça a été l'obtention de la bourse Lagardère, en 2018, où en fait, je me suis dit: peut-être que je suis pas si nulle que ça, peut-être Mmh. que je peux vraiment en faire mon métier». J'avais déjà signé des options avec des producteurs, mais j'avais pas, entre guillemets, «obtenu une reconnaissance», j'avais pas eu de série diffusée à l'écran et donc j'avais, je pense, besoin de quelque chose de concret pour me rassurer et ce prix, a été, quelque chose, de très rassurant et puis ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes avec qui j'ai travaillé par la suite, qui ont été des tournants dans ma carrière, d'avoir de la visibilité et mine de rien, une des choses les plus difficiles dans ce métier, c'est d'avoir de la visibilité, d'être lu, d'envoyer des mails et d'avoir,
un accusé de réception, d'avoir un retour de lecture, voilà, se faire lire, ça reste très, très difficile quand on débute. Et justement, tu du genre, très organisé dans ton suivi d'envoi. Si tu peux raconter un petit peu comment qu'est-ce que tu envoyais au producteur, au tout début, et que tu parlais d'accusé de réception. Ouais, moi aussi, je l'ai fait aussi. Quand t'en as un, tu es là genre: «Oh, ça y est, il a lu mon truc». Mais raconte-nous comment tu étais organisé ou si tu étais peut-être bordélique à ce moment-là? Alors il faut savoir, je suis très, très, très organisée, ça en est même maladif, j'essaie de me soigner. Donc oui, j'étais très organisée, j'avais des tableaux de suivi Excel sur, les projets que Alors, j'avais en cours, les idées. je rigole, mais Maxence, ça te rappelle quelqu'un ça ou pas? Alors Full of Blue est comme moi. Tu me comprends. Donc j'ai toujours été très organisée et je continue à l'être, dans tout, la gestion du temps et également du coup la gestion des projets. Donc j'avais, un tableau Excel des projets sur lesquels j'étais en train de travailler avec des sortes de degrés d'urgence. Ce projet, il faut rapidement que je le développe et cetera. Des tableaux de suivi, d'idées, des documents, de tout type et notamment voilà, des sortes de tableaux avec des coordonnées de producteurs. Il fallait que je démarche un tel et cetera. Faut aussi savoir que je me suis pas lancée toute seule dans l'écriture. J'avais la chance d'avoir, une amie, Marion Carnel, que je salue, qui avait, plus ou moins le même, background que moi. Elle faisait un poste similaire au mien, non pas chez Canal+, mais chez TF1. Elle avait fait aussi des études, qui n'avaient rien à voir avec l'écriture et je pense que ça a aussi été un déclic pour me lancer, de me dire: «En fait, j'y vais pas toute seule, on se lance à 2, on écrit à 2». C'est une sorte de façon de minimiser les risques. On se disait: «Bah, en fait, à 2, on a 2 fois plus de chances peut-être de rencontrer la bonne personne. À 2, on aura sans doute un texte plus abouti». Donc j'ai tout de suite, démarré en binôme, ce qui est une chance et je travaille encore aujourd'hui avec Marion. Ce matin même, je l'avais au téléphone sur un projet. On m'a beaucoup mise en garde en me disant: «En fait, ça risque de détruire son amitié de te lancer à 2» et pas du tout. Ça nous a renforcés, même si on n'est pas forcément tout le temps d'accord et c'est plutôt positif. Et du coup, ça m'aidait aussi, dans le suivi des projets. On était 2 fois plus efficaces pour démarcher des producteurs et forcément, on s'est pris plein de murs. Il y a beaucoup de producteurs qui nous ont jamais répondu, qui nous ont jamais lus et ce qui est assez, entre guillemets, «drôle» avec le recul, c'est que certains producteurs qui soit ont été très durs dans leur retour, soit n'ont pas répondu du tout, nous ont contactés plus tard parce qu'on avait eu de la visibilité grâce à un prix, à une bourse et cetera pour, travailler avec nous. Donc, petit message à ceux qui sont en pleine période de doute, qui sont en train de se décourager, il peut y avoir des belles surprises, des happy end, faut garder l'espoir et puis faut pas aussi être frustré quand un producteur ne répond pas. Malheureusement, ils sont sous l'eau, ils reçoivent énormément de sollicitations. Des fois, ils s'en rendent même pas compte, et ça veut dire que, voilà, ils sont pas ouverts aux rencontres. Justement, du coup, en parlant un petit peu, de ta relation avec les producteurs quand tu envoyais des messages et cetera, est-ce que tu avais tendance à faire et encore maintenant, tendance à faire plus des commandes, tendance à faire plus justement à envoyer plus tes propres messages, tes créations, en fait, comment ça se passe maintenant, à l'heure actuelle pour toi? En fait, j'ai toujours plus été attirée par, la création originale, plus que par la commande et en fait, ce que je m'étais dit, à l'époque où j'ai commencé, c'est que je voulais à tout prix déjà essayer de faire passer des projets que j'avais initiés, des projets qui venaient vraiment d'une envie, d'un genre que j'avais envie de développer. Parce que tout bêtement, je me suis dit: «Je serais sans doute meilleure dans des projets qui me parlent vraiment, plutôt dans des projets de commande». C'était pas du tout une forme de Mmh. snobisme, au contraire, ça me paraissait même plus, voilà, plus facile de faire de la création originale que de la commande. Mais il faut bien vivre et donc ce que je faisais à côté, c'est que je faisais, du consulting, des missions de script doctoring, de lecture, en freelance, en fait et très rapidement, l'un de mes clients, m'a proposé de le rejoindre. C'était Clémentine Dabati, au sein de Chabrac Productions pour, devenir, directrice littéraire, responsable du développement et ça a été, en fait, une super configuration parce que j'ai pu pendant 3 jours par semaine avoir, un job, stable, qui me permettait, voilà, de gagner ma vie et j'apprenais beaucoup de choses parce que j'étais, au cœur de projets, je rencontrais des gens et en même temps, je pouvais prendre le temps de développer des projets qui m'étaient personnels, de me tromper, de rater des projets. Voilà, j'avais ce temps, pour apprendre à écrire, sur le tas et j'ai pas du tout, regretté ce choix et puis bon, par chance, un de mes projets est parti en écriture, chez un diffuseur et j'ai dû, ben, finalement faire un choix et c'est vrai que scénariste, c'était vraiment plus ma vocation que directrice littéraire, même si j'ai adoré l'expérience. Alors ce qui est super intéressant dans ce que tu racontes, c'est que, du coup, c'est quoi les erreurs,
qu'il faut vraiment éviter, que tu voyais tout le temps et ça t'horripilait, tu disais: «Mais ça, il faut pas, en fait»? Quels sont les critères? Alors, dans le texte, en fait, effectivement, je voyais souvent des scénaristes qui écrivaient pour le marché, mais qui écrivaient pas des choses qu'ils avaient envie d'écrire. Et moi-même, j'ai fait cette erreur. Je venais de la direction littéraire, je venais de la chaîne, et des fois, j'avais tendance à proposer, à développer des projets un peu trop formatés, et tout de suite, en fait, ça se sent à la lecture. Et puis, il y a beaucoup de chances pour que d'autres personnes aient finalement un projet formaté de la même façon. Donc, il faut faire attention à ça. En fait, je pense que pour qu'un projet soit réussi, il faut vraiment l'écrire avec le cœur, avec les tripes, et ensuite, dans un second temps, lisser, repasser sur le texte pour quand même essayer de rentrer plus ou moins dans une envie d'un diffuseur, mais il faut pas tout de suite penser le diffuseur, tout de suite penser le marché, parce que on a beaucoup de chances de se tromper. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de mauvais mariages. C'est triste à dire, mais être bien entouré, ça fait la différence. Des auteurs qui n'avaient pas forcément trouvé le bon binôme, ou qui refusaient de s'entourer, et qui, du coup, seuls avaient moins de chances d'aboutir à un texte vraiment abouti. Et il y avait aussi certains auteurs qui avaient une défiance de la production ou du diffuseur, ce qui malheureusement peut arriver. Il peut y avoir aussi en face des producteurs ou des diffuseurs qui sont pas forcément dans l'échange, pas forcément des très bons, on va dire, partenaires, mais ça reste assez rare. Et je trouve que, voilà, je pense que le côté défiant, c'est assez dommage pour la qualité du projet. Et puis ça reste l'écriture, un métier collaboratif, où il faut collaborer, peut-être avec d'autres auteurs, avec un réalisateur, avec un producteur. Donc, je pense que pour que le texte soit le meilleur possible, il faut aussi, voilà, trouver la bonne harmonie et bosser avec les bonnes personnes. David en parlait un petit peu justement dans l'intro de l'épisode, la parité entre les hommes et les femmes. Toi, tu te ressens comment par rapport à tout ça? Est-ce que tu as vécu justement des discriminations, des choses? Est-ce que tu as été témoin de choses aussi? Est-ce que ça t'a affecté et à quel point? Malheureusement, j'ai entendu beaucoup de choses assez difficiles d'amis. J'ai moi-même aussi vécu certains moments compliqués. J'ai eu 2 bébés coup sur coup à 11 mois d'écart, et j'ai senti que ça posait problème à certains producteurs que je sois enceinte. Alors même que j'étais enceinte que de 3-4 mois, ils avaient presque l'impression que je pouvais pas écrire, en fait. Alors que pour mes 2 grossesses, j'ai écrit jusqu'à la veille de l'accouchement, sans doute parce que aussi j'avais peur de lâcher et de montrer une sorte de vulnérabilité, alors qu'en fait, être enceinte n'est pas une vulnérabilité. Donc, je pense que j'ai surcompensé. Donc, finalement, je suis pas vraiment passée à côté d'opportunités, etc. Mais disons que j'ai senti tellement des crispations, tellement des peurs, que j'en ai trop fait, et j'ai regretté après coup de ne pas m'être arrêtée suffisamment. J'étais sur les rotules, j'avais à la fois beaucoup de boulot, beaucoup de choses à gérer à la maison. Donc, voilà, je pense que j'ai fait cette erreur-là, mais disons que j'ai pas été vraiment victime de problèmes, mais malheureusement, c'est assez courant. Et certaines jeunes femmes sont pas prises au sérieux, les femmes qui ont des enfants sont pas prises au sérieux. Il y a pas mal de problèmes qui demeurent dans la profession comme dans d'autres professions, hein. Et j'ai de plus en plus envie de m'investir. Je suis en train de réfléchir à rejoindre des associations de femmes dans le milieu, pour justement essayer de faire bouger les lignes, parce qu'il y a très peu de choses qui sont mises en place. Le congé maternité, il est pas très bien encadré, pas très bien indemnisé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ignore avant d'y être confronté concrètement. Ouais, parce qu'il y a une violence quand même qui est forte. Moi, je vais donner un petit exemple personnel, mais moi, ma femme, quand un producteur avec qui elle travaillait a appris qu'elle était enceinte, l'a virée. Il lui a dit: «Bon, en fait, tu es enceinte, reste à la maison», en fait, tu vois? Donc, tout ça pour te demander, est-ce que toi, tu sens que ça change, en fait? Parce que, tu vois, tu parlais de Manuel, à lui qu'on a eu en invité, qui est très engagé sur ces questions-là. Est-ce que tu sens que ça commence à faire un peu boule de neige, auprès des producteurs? Est-ce que tu sens que l'attitude, elle change, avec un producteur homme vis-à-vis d'une scénariste femme? Disons que, mine de rien, j'ai commencé à travailler en 2017, et j'ai déjà vu qu'il y avait eu du mieux par rapport à ce que j'avais pu entendre de consoeurs qui avaient démarré il y a bien plus longtemps, de consoeurs scénaristes, de femmes productrices, et cetera. Mais il y a encore beaucoup à faire. J'ai quand même l'impression que c'est en train de changer, que les langues, la parole se libère, qu'il y a quand même heureusement pas mal de personnes bienveillantes. Pour vous donner un exemple positif, sur une série conventionnée TF1, j'ai eu 2 bébés, et à aucun moment j'ai été virée du projet.
j'ai accepté parce qu'on m'a proposé l'option qu'un auteur que j'ai choisi, que j'ai pu valider, fasse 2 V1 dialogués pour pas qu'on perde finalement de temps, qu'on soit retardé. Mais ça a été vraiment fait en toute concertation avec mon co-auteur, les producteurs. J'ai pu vraiment en plus choisir un auteur en qui j'avais confiance et je regrette pas. Mais malheureusement, il y a plein de femmes qui sont pas, qui ont pas cette chance, ce confort. Donc les choses changent, mais il y a encore quand même beaucoup de problèmes de fond. Quand on voit la série, je pense à La Maison d'en face, qui est de base une série néerlandaise, il me semble. Au niveau de l'adaptation, ça s'est passé comment avec M6? Est-ce que ça a été, on veut quelque chose de très similaire ou alors légèrement inspiré, vous imitez votre patte, comment ça se passe? Alors, pour la petite anecdote, le format original Nieuwsburen, une série néerlandaise en effet, je l'avais repéré quand j'étais chez Canal+ et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit: «En fait, cette série n'est pas trop adaptée au public français, mais elle est vraiment addictive», donc je l'avais regardée sur mon temps libre chez moi à la maison. On est venu me contacter pour adapter la série en 2019 et j'ai tout de suite adoré l'idée, j'avais très bien le format en tête, pardon. Et je me suis dit: «Mais en fait, ça convient pas du tout aux diffuseurs», et le producteur m'a rassurée en me disant: «Bah, en fait, on a dealé avec les Néerlandais qu'on pouvait s'en inspirer de façon que très libre. Ils ont pas de droit de regard sur l'adaptation. On doit juste, payer le format. Il y aura une certaine reversion à la SACD, mais globalement, on peut faire ce qu'on veut». Et donc, on a tout de suite, avec mon co-auteur, qui a aussi été le réalisateur des 6 épisodes, Lionel Ballu, réfléchi à plein de changements qui étaient nécessaires parce que la série d'origine, c'était 4 saisons de 13x42. C'était davantage du daytime, du soap. Et nous, on voulait faire un 6x52, plus de l'ordre du thriller domestique, psychologique et sulfureux. Et ce qui a été assez surprenant, c'est que M6 n'a pas voulu regarder les épisodes d'origine parce qu'ils avaient bien conscience qu'on allait tout changer et ils disaient: «Bah, ça sert pas à grand chose et au moins nous, on sera vierge de toute connaissance de la série». Donc c'était assez étonnant et je pense que ça a été une très bonne approche de la part de M6 et on a été finalement assez libre sur l'adaptation. Ils ont vraiment réagi aux textes, aux différents textes, comme s'ils auraient pu réagir à des textes de création originale. Et heureusement que en face, les auteurs néerlandais de la série d'origine ont adoré en fait. Ils ont tout à fait compris qu'on avait besoin, pour des raisons de format, de cases, de genre, d'ancrage socioculturel, besoin de changer beaucoup de choses. Donc ça a été une super expérience. Tu parlais de collaboration avec des scénaristes seniors. Ça, c'est quelque chose qui se présente assez souvent dans le parcours d'une partie de nos auditeurs et nos auditrices, pour ce qu'on appelait des scénaristes juniors, même si junior ne veut pas dire grand-chose. Mais comment tu le vois, toi, ce rapport? Tu parlais que tu avais une bonne expérience, en tout cas lors de ta maternité. Mais est-ce que tu as vécu des situations un peu différentes et quels seraient tes conseils pour avoir un bon équilibre là-dessus? Alors, il y a beaucoup de collaborations, de binômes que j'ai constitués moi-même. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a le temps, entre guillemets, de se connaître, de s'apprivoiser sur des textes qui sont pas à l'étape producteur ou à l'étape diffuseur. Donc on peut s'en arrêter là si jamais on sent que humainement ou artistiquement, ça va pas coller. Donc déjà, ça a été assez précieux en fait. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance parce que les rares mariages d'auteurs qui ont été initiés par des producteurs ont été des mariages heureux. Et finalement, j'ai continué à collaborer avec, je pense, 90% des auteurs qu'on m'avait adjoints sur des projets. Je pense que je suis tombée sur des producteurs qui avaient peut-être une vraie intuition. Après, ça m'est arrivé que sur des projets à des stades assez embryonnaires, on me fasse rencontrer des auteurs, on me dit prenez des cafés, essayez de voir si ça pourrait coller et que ça colle pas forcément pour X raisons, des raisons de méthode, d'emploi du temps, d'intention, etc. Mais disons qu'on a à chaque fois su, que ce soit l'auteur en face ou moi-même, pu sentir que ça allait pas forcément coller. Donc j'ai pas eu à me coltiner à un binôme avec qui j'étais pas en phase. Et ça, c'est une grande chance parce que j'ai des retours d'expérience d'amis scénaristes qui en souffrent. Et ça arrive souvent. Si jamais Maxence t'écrit des messages dans mon dos, ne le crois pas, ne le crois pas. Oui, il y a un mouvement avec sa main, je me demandais, d'accord, je comprends mieux. Et il a mis un petit point au milieu, un petit SOS.
Non, mais pour revenir un petit peu au métier que tu as pu faire en tant que conseillère, lectrice, ce genre de choses. Donc du coup, pour citer un petit peu, peut-être les plateformes sur lesquelles tu as été, donc ça a été aussi bien Amazon que CNC, Canal+. Est-ce que tu pourrais, de façon peut-être un peu grossière, parce qu'on n'aurait pas le temps d'aller, sur toutes, nous dire quels sont un petit peu les critères et les choses qui font que, une lecture est bonne sur chaque différente, organisation? Donne des conseils, à fond, à fond, à fond. Alors, pour Canal+, les lignes édito ont peut-être bougé depuis. Moi, j'y étais, entre 2015 et 2016. Je suis restée 2 ans et je m'occupais principalement de la fiction étrangère. Donc, en fait, je m'occupais de tous les contenus qui n'étaient pas français. Je devais, D'accord. participer aux acquisitions, coproductions, seconde fenêtre, et cetera, des contenus pour toutes les chaînes du groupe et également aussi pour, toutes leurs plateformes en devenir de SVOD et certaines qui ont vu le jour comme Studio+. Donc ça, c'est un peu différent de la ligne de Canal+ en création originale, mais il y avait, disons, une envie d'arène, d'intention d'auteur, un vrai moteur sériel, une promesse assez premium. Donc voilà, on était vraiment quand même dans les codes, Canal+ qu'on peut imaginer. Amazon, c'est assez différent parce qu'en fait, on est venu me chercher en qualité de scénariste. Ils avaient envie, sur, des projets qui étaient à l'étude, que ce soit des projets de copro, de création originale, de préachat, d'avoir l'œil d'un scénariste pour savoir est-ce que les textes en l'état, sont bons, est-ce qu'il y a une marge de progression, et cetera. Donc c'était vraiment, l'œil de scénariste qui était recherché. On me parlait pas tant que ça de la ligne édito parce que j'avais justement, ils avaient envie que je sois assez vierge de tout ça et que ce soit vraiment plus, moi, mon appréhension de la dramaturgie du texte qui leur soit utile et eux ensuite, voilà, faisaient le tri dans tout ça. Le CNC, c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas vraiment, bridé. On nous demande pas de réfléchir, marché. On nous demande vraiment de réfléchir, d'un point de vue, qualité, artistique, d'un texte et ça, c'est super parce qu'en fait, ça permet à des projets qui sont un peu atypiques, des projets dits de niche, de se faire aider parce que ce qui compte, c'est que le projet puisse, hem, montrer une certaine promesse, d'écriture, une certaine promesse dramaturgique et donc ça, je trouve ça super, même si potentiellement il y a qu'un seul guichet, possible pour le projet en question. Si le projet est bon, il mérite, d'être aidé et ce qui est intéressant, c'est que, c'est à chaque fois 3 lecteurs différents qui, lisent le texte. C'est à la fois un profil plutôt scénariste, un profil plutôt technicien, réalisateur et un profil plutôt, diffuseur, ou producteur. Donc ça permet d'avoir 3 types de regards différents sur un texte avec en plus, beaucoup de liberté en termes, d'édito, donc ça, c'est vraiment chouette. Que je suppose devait y avoir quand même un certain quota avant de faire passer justement potentiellement des financements. Est-ce qu'il y a souvent des projets où c'était un petit peu crève-cœur de leur dire non? Bien sûr, parce qu'effectivement, on peut pas tous les aider, donc il y a des arbitrages, il y a des débats, il y a des disputes entre lecteurs, on n'est pas forcément d'accord, et cetera et c'est toujours un crève-cœur parce que surtout, je pense, quand on est scénariste, on se met à la place des auteurs derrière, on se doute qu'ils ont besoin d'être aidés parce que le développement, c'est quand même, très long, c'est pas rémunéré quand on le fait seul dans son coin. C'est une prise de risque, c'est une mise à nu. Donc, on se met à la place des auteurs derrière les textes, on a envie de les aider, en fait. Et c'est vrai que même quand j'étais, directrice littéraire, ou côté diffuseur, je me mettais vraiment à la place des auteurs, et j'essayais d'être la plus bienveillante possible, la plus claire possible dans les arguments quand je refusais un projet. Parce que je sais que c'est hyper compliqué, le rejet et je pense que c'est l'un des aspects les plus difficiles de notre métier. C'est pas tant que c'est difficile de se prendre un rejet en pleine figure, mais c'est qu'on croit en des projets, on croit en des histoires et on a vraiment envie qu'elles voient le jour, donc c'est toujours difficile de faire le deuil de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ta méthodologie de travail ou ta méthode d'écriture en tombant sur un dossier, justement, lors d'une lecture CNC ou Canal où d'un coup tu te dis: «Mais j'avais jamais pensé à utiliser cette forme de présentation ou ce système d'écriture» et en fait ça t'a inspiré? Alors totalement parce que, en fait, j'ai tendance à dire que chaque, projet, de scénario est un prototype. En fait, il y a pas un type de format,
à adopter pour la Bible, ça va vraiment dépendre du type d'histoire, du type de point de vue, etc. Mais mine de rien, des fois, on peut être assez admiratif de ce que peuvent faire certains projets sur lesquels on tombe, de se dire, mais en fait, c'est hyper avant-gardiste, c'est hyper original, c'est pas du tout canonique par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire en termes de format de Bible. Et ça peut du coup vraiment nous permettre d'assumer plus de prise de risque, de sortir des chemins habituellement empruntés. Donc, je pense que des fois, ça nous donne envie d'être un peu plus audacieux, disons. Et souvent aussi, je pense que ça peut nous ouvrir les yeux sur une forme de déni scénaristique où, en fait, en tant que scénariste, on a tous des défauts d'écriture, des tics d'écriture, et des fois, on s'en rend pas vraiment compte. Et puis, on lit un texte, on se dit, mais en fait, j'aime pas trop ça dans ce texte. Et en même temps, on se dit, mais en fait, je fais la même chose. Donc, qui je suis pour reprocher ça à un texte? Donc, moi aussi, j'avoue que j'aime beaucoup faire des lectures, des consultations. J'en fais encore de façon assez ponctuelle aujourd'hui, parce que je pense que c'est une leçon d'humilité énorme, en fait. Personne n'a la plume parfaite. Chaque projet a un recommencement. Chaque projet occasionne des doutes, des remises en question. Et je pense qu'on a besoin de ces doutes, de ces remises en question et de ces leçons d'humilité en permanence. En parlant justement de la Bible de façon générale, à quoi elle ressemble la tienne? Est-ce que tu es partisante de faire des Bibles plutôt courtes, concises, pour laisser la place aux producteurs, aux diffuseurs de s'y projeter? Ou alors justement, tu as tendance à peut-être broder un peu plus pour imposer ton univers? Alors, d'un point de vue stratégique, pour avoir été de l'autre côté, je sais qu'il faut faire des bibles très concises, très efficaces, mais ça me demande beaucoup de travail parce que je n'ai pas du tout un esprit synthétique. Je suis quelqu'un de très littéraire qui aime partir dans des chemins de traverse. Et finalement, faire un document très court, c'est pas plus facile que de faire un document très long. Au contraire, en fait, c'est plus facile de faire une bible de 50 pages où on dit tout que de faire une bible que de 10-15 pages où on va pas tout dire, mais c'est bien plus intéressant. Et effectivement, il faut se mettre à la place du producteur ou du diffuseur. Il a besoin de pouvoir aussi s'intégrer dans l'histoire, et c'est compliqué sur un document très long. Et puis, c'est des documents qui sont pas forcément digestes. Et en fait, on se rend pas compte des fois, je pense, à quel point les producteurs et les diffuseurs ont des piles et des piles de bibles à lire. Donc, pour plein de raisons, je fais des bibles courtes, mais ça me demande beaucoup de travail sur moi. Dans tes bibles, justement, quelle est la partie que tu commences en premier, en tout cas celle peut-être qui est la plus fluide? Je pense que c'est un mélange de 2 choses. Souvent, ce qui me guide dans un nouveau projet, c'est une idée de point de départ, de concept, etc. Et en même temps, à chaque fois, je me méfie parce que c'est très facile, entre guillemets, d'avoir des bons points de départ, des idées de concept. Ce qui est difficile ensuite, c'est de tenir la sérialité, d'avoir des personnages auxquels on va s'identifier. Donc très vite, j'essaye de me poser sur les personnages et de me dire, est-ce qu'il y a des personnages qui me viennent à l'esprit qui pourraient permettre de porter cette idée et ce concept. Donc je me force à aller sur les personnages, et en vrai, j'adore les personnages. Je pense que si je n'avais pas été scénariste, j'aurais été psy, en fait. Finalement, scénariste, c'est psy, mais avec un peu plus de distance, donc on s'en prend moins à la figure, notre empathie est moins mise à l'épreuve. Donc je pense qu'il faut faire un mélange des deux. Il faut quand même avoir une idée un peu de quel serait le démarrage, vers où ça pourrait aller, quelles seraient les intentions, les aspirations. Mais tant qu'on n'a pas les personnages, je trouve ça compliqué. En fait, pour moi, le personnage, c'est ce qui est le plus important dans tout type de récit. C'est vrai que nous, quand on travaille avec Maxence, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent forcément au cœur du podcast, parce que je crois qu'on en parle dans la petite intro que vous entendez au début de l'émission, mais on bosse ensemble, et c'est vrai que nous on part assez souvent de l'univers. Effectivement, le taf se fait sur est-ce qu'il y a un personnage qui est légitime dedans. Donc toi, tu traverses la même chose en fait. Totalement. Et justement, je pense que les premières erreurs que j'ai pu faire sur des projets de série que j'ai écrits ou coécrits, c'était de me faire un peu bouffer et cannibaliser par l'arène, l'univers. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est science-fiction, fantastique, dystopie, et j'ai notamment naïvement commencé par des projets, je pense, de science-fiction, dystopie, fantastique, parce que j'avais envie d'en faire. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que j'étais très bonne pour concevoir ces univers, ces arènes, mais que en fait, je passais à côté du plus important, c'est-à-dire le personnage. Que finalement, en fait, c'était hyper dangereux, cette approche de la série, parce que
en fait, on regarde le pilote, on se dit, bah, en fait, c'est hyper intéressant, mais ça y est, j'ai fait le tour, j'ai vu après à peu près quelles étaient les règles de l'arène, quels étaient les enjeux, mais s'il y a pas un personnage derrière qui va faire qu'on va vouloir rester, et ce personnage, il peut nous faire rester pour plein de raisons, parce qu'il est identifiant, parce qu'il est insupportable, mais qu'on adore le détester, parce qu'il est fascinant. Donc en fait, surtout dans la série, on a vraiment besoin de personnages pour nous faire rester, pour nous accrocher. Et ce sont des personnages dont on parle quand on pitch une série. Breaking Bad, on va plus parler du personnage, de son évolution, que de toutes les super péripéties qui lui arrivent au cours des différentes saisons. Donc c'est ça le piège. Et il faut trouver le juste milieu entre une arène, un univers, une promesse qui nous fasse rêver, qui nous donne envie d'y aller, et ce personnage qui nous fasse rester, que ce soit en tant que scénariste ou en tant que lecteur, spectateur. Et d'ailleurs, comment tu l'expliques? Parce que, à chaque fois qu'on a nous des invités, ils sont à fond justement sur le fantastique, alors moins peut-être la SF, mais en tout cas le fantastique est un genre qui est très, très, apprécié par les invités qu'on a eus. Les gens qu'on croise, ils adorent le fantastique. Le public, ils regardent, tu vois, ils ont regardé du Game of Thrones, du Lost, quand on demande les séries préférées à tout le monde, c'est les The Leftovers. Et par contre, même les directeurs de chaîne, les conseillers de programme, ils disent: «Moi, je regarde ci, je regarde ça», et grosso modo, quand on te donne une consigne d'écriture, on te dit, moi je me rappelle cette phrase, c'est «Give me the same thing, but different». Donc grosso modo, donne-moi la même chose mais différent, ou alors il faut que le héros, ça soit un peu ton voisin. C'est-à-dire qu'il faut que le spectateur, on suggère que grosso modo, ça peut être, le héros doit être son voisin, mais qui doit quand même être extraordinaire, mais qui doit quand même être comme tout le monde. Comment tu expliques, toi, ça? C'est un peu ce paradoxe entre, grosso modo, qui regarde, qui écrit, qui achète, qui diffuse, et qu'on retombe sur quelque chose presque d'un peu, j'ai pas envie de dire standardisé parce que c'est péjoratif et c'est pas le fond de ma pensée, mais un peu peut-être simple de prime abord, je veux dire. Bah, j'aurais tendance à partir sur une analyse économique et une analyse du marché. Je pense qu'il y a beaucoup plus de prise de risque sur une série de SF, fantastique, etc. Parce que, en fait, c'est souvent clivant. On a effectivement quelques exemples qui ressortent de séries, de films qui sont assez brillants. Il y a eu aussi beaucoup de ratages. C'est plus difficile de se rater sur quelque chose de, on va dire, plus classique, comme du polar, du thriller. Et puis le thriller, par définition, le polar, par définition, c'est quelque chose qui nous attrape, qui est assez haletant, qui va faire qu'on va rester en tant que spectateur. Alors que c'est un peu plus, des fois, compliqué dans tout ce qui est genre, parce que on a souvent besoin d'une sorte de montée en puissance, et on peut des fois ne pas réussir à suivre, se dire en fait ça part trop loin, c'est trop bigger than life, etc. Donc, c'est des genres qui, pour plein de raisons, des raisons économiques, mais aussi des raisons, on va dire, dramaturgiques, sont un peu plus risqués. Donc forcément, les diffuseurs qui financent, les producteurs qui financent aussi en partie, ils ont tendance à aller sur des choses moins risquées. Et puis peut-être qu'aussi, nous, on n'est pas si représentatif que ça du français moyen, parce que on a peut-être été par chance confronté à plus de références, on a vu plus de choses qui sont de l'ordre du genre. Le français moyen, en fait, c'est un cercle vicieux. Il n'a pas eu ça à la télé, donc il n'a pas forcément cette culture, et donc on a tendance à rester sur le même type de référence. Donc c'est pas évident. J'ai vu que tu avais participé au scénario sur des BD. Donc on a eu quelques invités qui eux aussi ont écrit la BD, mais je voulais savoir comment toi, en fait, au niveau méthodologique, ça se traduisait pour toi comparé au scénario. En fait, c'est à la fois assez proche et à la fois assez différent. En fait, les différentes étapes d'écriture que j'ai dû soumettre à mon éditeur ressemblaient plus ou moins aux étapes d'écriture qu'on peut soumettre à un producteur / diffuseur. Il y avait un synopsis détaillé pour commencer, pour vérifier qu'on était bien raccord, qu'il y avait bien une envie commune sur un sujet. Il y avait ensuite une étape en bande dessinée qui s'appelait, en tout cas moi dans ma façon de faire, qui s'appelait le pré-découpage dialogué, qui ressemble plus ou moins à un séquencier, même s'il y avait un peu plus de détails visuels, un peu plus de détails sur les dialogues, la tonalité. Et ensuite, la dernière étape, qui est appelée découpage dialogué, c'est une sorte de mix entre le dialogué qu'on peut faire en fiction ciné, télé, et une sorte de storyboard. Parce que, en tout cas, moi, dans mon écriture des bandes dessinées, je vais assez loin dans le découpage, parce que en fait, je vais expliquer que sur telle planche, il y aura X cases, qu'il y aura des grandes cases, des petites cases. Dans chaque case, il y aura ça visuellement, le héros de dos qui parle à un tel, etc. Et il y aura ça dans les bulles.
Donc ça ressemble, plutôt, à ce qu'on peut faire en télé ou au ciné. Par contre, ce qui est hyper différent, c'est les contraintes parce que, en fait, on nous demande en bande dessinée de pousser à fond les curseurs du spectaculaire, de l'exceptionnel parce que ça coûte pas plus cher de faire, exploser une ville, que de montrer un personnage qui est en train de boire un verre de lait. Donc c'est hyper déstabilisant quand on est habitué à réfléchir, nombre de cachets, nombre de décors, le budget global et cetera. Là, finalement, le budget n'intervient pas, en tout cas, en termes d'imagination. Il faut pousser le genre à fond quand on fait de la bande dessinée de genre, alors qu'effectivement, vous avez soulevé la question juste à l'instant. On n'est pas trop sur ce genre d'édito à la télé, donc c'est à la fois très proche en termes de règles dramaturgiques, même si bon, il y a quand même des subtilités, et en même temps, on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Et donc c'est ça qui est assez dingue. Au niveau justement de l'édition, enfin, c'est quoi le cheminement à partir du moment puisque on n'a pas ce côté, producteur, diffuseur et cetera, mais on a quand même la maison d'édition. Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a ça te paraît plus facile justement de te dire: «Je réussis à aller, publier une BD justement sur laquelle j'ai travaillé» ou réussir à faire, produire un projet, au cinéma ou à la télé? Pour moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plus facile la bande dessinée. Après, j'avais la chance d'avoir, un contact, dans une maison d'édition. Je pense que ça peut être très difficile de se faire lire et d'être considéré comme légitime. Mais en tout cas, à partir du moment où on a franchi cette première étape, c'était beaucoup plus facile parce que je n'avais qu'un interlocuteur, et finalement, ce qui des fois est assez, difficile, en écriture, télé, encore plus qu'en écriture ciné, c'est d'avoir plusieurs interlocuteurs qui pensent pas forcément la même chose et c'est pas forcément le dernier qui a parlé qui a raison et ils ont pas forcément les mêmes points de vigilance. Le producteur va vraiment réfléchir aussi des fois à les contraintes budgétaires dans l'écriture. La chaîne, elle va beaucoup penser à sa cible et à son public, donc attention, les curseurs de ci, de ça, et cetera. Et il y a aussi le scénariste qui, mine de rien, a des convictions, a une vision, mais il sait que cette vision va être confrontée à d'autres acteurs. Il y a ensuite le réalisateur qui arrive, les comédiens, les lectures comédiens. Donc, on se retrouve à avoir beaucoup d'interlocuteurs qu'il faut contenter et en même temps, on n'a pas envie que ça puisse atteindre l'intégrité du texte. Donc, c'est toujours assez compliqué comme exercice, mais en même temps ultra intéressant parce que moi, je trouve ça chouette, le côté collaboratif. Et c'est marrant parce que là, je suis en plein dedans, je fais du lissage pour une série. Et du coup, il faut essayer de trouver la version du texte qui pourra rassurer tout le monde et qui en même temps restera cohérente. Alors qu'en bande dessinée, finalement, il n'y a qu'un interlocuteur qui est l'éditeur et il y a beaucoup moins de versions qui sont faites du coup. Ouais. Donc c'est assez différent. Il existe, plein de formats différents en fiction. On trouve du 7 minutes, du 13, du 26, du 52, du 90, du X fois, tel format. C'est quoi toi le format qui t'éclate le plus et pourquoi? Parce que en quoi ça booste ton écriture? Alors moi, j'avoue que j'adore le 52 minutes, j'adore le drama, j'adore le format de la mini-série 6 x 52. Même si je trouve que ce qui serait chouette, c'est qu'en France, on puisse faire comme les Anglais, c'est-à-dire imaginer du 5 x 52, du 7 x 52, qu'en fait, on puisse faire ce qu'on veut en termes de format et qu'on soit vraiment pile poil raccord avec le temps nécessaire pour déployer l'histoire. En France, le format 6 x 52 peut faire que peut-être des fois on est un peu délayé, il y a peut-être un épisode de trop, et à contrario, 4 x 52, ça peut donner l'impression qu'on est un peu trop condensé. Mais disons, voilà, je préfère le format de 52 minutes. J'avoue que j'adore tout ce qui est 26 minutes, mais je trouve que l'exercice est hyper périlleux. Je trouve que, et en tout cas, écrire de la comédie, tout type de comédie qui est souvent format 26 minutes, c'est vraiment pas simple. Là, j'ai plus de facilité avec le format 52, donc j'ai tendance à plus faire ça. Et j'essaye quand même, quand j'ai une idée d'histoire, de me poser, de me dire quel est le meilleur format possible. Mais des fois, il y a forcément des biais. Des fois, je pense que je suis partie sur des démarrages de développement en me disant c'est forcément une série. Et je me suis rendu compte, un peu trop tard, entre guillemets, que c'était peut-être plus un unitaire, un film de cinéma. Donc, c'est pas grave, on retravaille. Mais on a, mine de rien, des biais assez subjectifs sur le format. À l'heure actuelle, tu dirais que tu as combien à peu près de projets qui sont en développement ou alors que tu voudrais mettre en développement dans ton petit placard? Alors, je suis pas forcément très représentative parce que j'en ai beaucoup. Je fais partie de ces scénaristes boulimiques qui ne s'arrêtent pas. Parce que bon, déjà, j'adore ce que je fais. Puis je pense que j'ai
pas totalement, encore réalisé que ça y est, je suis scénariste et je peux écrire et je suis sécurisée dans ça. Je pense que j'ai toujours, encore le sentiment de me dire: «Mais en fait, j'ai une chance inouïe que de pouvoir écrire et qu'on puisse me lire» et donc j'ai tendance à vouloir tout le temps, développer une idée qui me vient en me disant: «Mais si je la développe pas maintenant, peut-être que j'aurai pas le temps de le faire ou quelqu'un d'autre aura l'idée, au même moment». Donc j'en développe beaucoup en général. Je suis toujours sur une dizaine de projets en dev à des stades différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir les projets, qui sont, en lecture diffuseur parce qu'ils ont été, suffisamment aboutis pour être lus, les projets qui sont, à des stades différents chez les producteurs et puis les projets que j'ai dans des tiroirs et que parce que je suis, en attente de retour de lecture, j'ai du temps devant moi, je me dis: «Bah, c'est l'occasion de le sortir, de gratter quelques lignes, de le reprendre plus tard et c'est pas grave». Donc, en tout cas, moi, j'ai besoin d'être, en permanence, entre guillemets, «éclatée» sur, différents projets parce que, bah, des fois, on connaît le fameux syndrome de la page blanche sur, disons un projet de thriller et finalement avoir une récréation sur un projet de comédie, ça peut faire du bien. En tout cas, moi, je supporte pas de rester, assise à attendre l'inspiration. Je pense que c'est cette gymnastique mentale entre les différents projets, les différents genres, les différents stades, d'avancement qui me font du bien. Et puis, j'ai aussi eu souvent, du mal à assumer, ce qu'on appelle l'écriture, debout. Il y a cette distinction, je crois que c'était, Jean-Loup Dabadi qui l'avait faite la première fois. C'est l'écriture assise, c'est quand on est vraiment devant l'ordi à écrire, donc l'écriture à proprement parler et puis il y a tout le reste. C'est, quand on lit, des textes pour se documenter, quand on se nourrit de choses à voir qui sont dans l'air du temps, quand on va au théâtre, quand on écoute les gens dans le métro. Pendant longtemps, je pensais que c'était pas de l'écriture et donc du coup, je fais beaucoup d'écriture, debout et je compte ça comme du dev et ça nourrit, voilà, des projets qui sont là, mais qui, voilà, ne me demandent pas forcément d'être tout le temps dessus. Et puis, il y a aussi, mine de rien, des stades d'écriture qui peuvent être frustrants, quand on fait des modifs, cosmétiques, des modifs techniques et cetera. C'est pas forcément le plus fun. Donc on a besoin, enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de faire, du développement où tout est possible, où je m'interdis rien et on verra plus tard ensuite, la réalité, quoi. Petit exercice pratique, imaginons tu as ton 6x52, tu as une liste de 4-5 je vais faire appel en fait à ton côté très Organisationnel. ouais, je vais faire appel à ton côté très organisé. Voilà, comme ça m'évite de me faire prononcer, l'autre version. Tu as ton 6x52, tu as ton doc Excel, tu as tes personnages sur ta ligne de départ. Qu'est-ce que tu mets dans ce tableau Excel par épisode pour faire évoluer ton personnage sur, on va dire un début de construction de développement d'arc sur tes épisodes? Alors attention, le paradoxe, c'est que j'ai beau être très organisée, l'écriture, c'est vraiment un doc Word et je tape, en fait. D'accord. J'ai jamais réussi à faire les fameux tableaux de bits, les tableaux par épisode. J'ai jamais vraiment, adhéré à la méthode des post-it qui, je pense, est utile, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir des fois un peu de fouillis dans ma tête et j'ai l'impression que le fouillis, j'arriverai pas à le rendre structuré sur, un tableau Excel et j'ai juste besoin de faire ce que j'appelle du vomit draft et j'écris et ensuite je coupe, je repasse et je pense que c'est un peu le paradoxe de beaucoup de personnes organisées, c'est qu'on peut être très organisé sur certains aspects. Moi, c'est plus sur, tout ce qui est entre guillemets «back office» où j'ai besoin de l'être. Par exemple, j'ai une tenue d'emploi du temps qui est militaire. Je fais ce qu'on appelle du time blocking où en fait, je vais mettre, de 9h à 11h, je suis sur tel projet, de 11h à 11h30, c'est les mails, de 11h30 à 13h, ça va être telle visio sur tel projet. Je suis hyper militaire sur ça, hyper militaire sur le suivi de projet, mais par contre sur le texte, j'ai vraiment besoin de des fois laisser, mûrir dans la tête et ensuite de tout balancer sur la page blanche et ça veut rien dire et c'est pas grave. Ensuite, je couperai, je surlignerai, j'imprimerai, c'est un grand paradoxe. Donc, je sens pas la réponse que tu attendais, mais voici la réponse à ta question. Comment t'es venu à participer à des résidences comme, Cannes Série ou SoFilm en fait? Comment ça se passe pour en venir à ce point-là? Ah, je veux bien que tu vulgarises pour les gens qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a Oui. beaucoup qui n'ont pas franchi ce cap. Tu as tout à fait raison, Maxence, de poser la question. Donc c'est intéressant, ouais, carrément. Alors du coup, j'ai participé à ces résidences, en tant que, à la fois lectrice, mais aussi en tant que scénariste. J'avais, du coup, vraiment besoin de me nourrir, de lire, d'autres plumes. Enfin, je pense que c'est hyper intéressant. Ça m'est souvent arrivé de
d'être lectrice dans des résidences et de me dire: «Mais en fait, je suis nulle, j'écris pas aussi bien que les gens que je lis» et en même temps, ça a été un boost en me disant: «Bah, c'est pas grave, je peux y arriver, je vais écrire» et en même temps, j'ai eu des fois aussi l'envie, de participer à ces résidences parce que, contrairement aux clichés de la scénariste, j'adore les gens, j'adore, collaborer, je suis assez sociable, très bavarde et des fois, on a besoin de rencontrer d'autres, scénaristes en dehors de leur habitat naturel. Donc voilà, j'avais besoin un peu des 2, d'être de l'autre côté, des 2 côtés pardon des résidences. Tu parlais des moteurs sériels en début d'interview. C'est lesquels qui te font vibrer le plus? Bah, disons que le vrai moteur sériel que je trouve, fascinant, c'est la série longue qu'on peut imaginer sur plusieurs saisons et trouver un moyen de, bah, toujours être, juste légitime et de pas faire la saison de trop. Et en France, il y en a très peu en fait des séries longues. On a Un Village français, enfin et ça, je trouve que c'est fascinant, enfin ou on a Le Bureau des légendes, hein. Je pense que c'est en tout cas, c'est un de mes rêves de scénariste, c'est de réussir à trouver un moteur sériel suffisamment solide, suffisamment fort pour pouvoir, tenir plusieurs saisons, potentiellement changer de personnage en cours de route et c'est très difficile à trouver. Donc, en ça, le moteur sériel, il est fascinant parce qu'après, il y a des moteurs sériels qu'on tient sur un 6x52, une mini-série. Mais disons que c'est moins compliqué en termes de relance, de structure, de justifier un 6x52 que de justifier, des séries longues, pures et dures. Tu disais tout à l'heure que t'étais pas trop à faire des techniques type post-it, etc. Mais est-ce que justement tu as des éléments de structure, de méthodologie que tu as pu apprendre, que ce soit de maquis ou peu importe, qui reviennent de temps en temps et qui font partie un petit peu de ton ADN maintenant dans la façon dont tu construis ta série ou ton film ou ton scénario? Bien sûr, bah, du coup, comme j'ai pas fait d'école de scénario, je me suis beaucoup nourrie de tous les, théoriciens de la dramaturgie, de la série notamment. J'ai lu tous les bouquins, j'ai fait pas mal de masterclass. Après, ce que je me suis dit très vite, et c'est peut-être ma vision, c'est qu'il faut que ce soit, des guides, mais qu'on soit pas au service de ces méthodes. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser un certain naturel dans l'écriture, écrire et une fois qu'on a quelque chose qui tient plus ou moins la route, confronter ça à certaines règles dramaturgiques canoniques qui existent pour une raison. Donc en général, voilà, j'ai tendance à faire une sorte de première écriture presque automatique, intuitive et très vite de me poser et d'analyser ça avec un œil critique. Peut-être l'œil de celle que j'étais quand j'étais en direction littéraire ou en diffuseur et de me dire: est-ce que, bah, justement, est-ce qu'on a le moteur sériel? Est-ce qu'on a la matière pour un 6x52? Est-ce que l'épisode est trop long, trop court? Est-ce qu'on a un ventre mou? Enfin, de réfléchir à toutes ces choses-là et notamment d'appliquer des sortes de filtres, de méthodes, de dramaturgie sérielle. Mais je pense qu'il faut que ça vienne vraiment dans un second temps. Il faut vraiment que ce soit en arrière-fond, dans un coin de ma tête, mais que ce soit pas ce qui nous guide dans l'écriture, première, dans les premières versions, parce que sinon, on risque d'avoir un truc trop formaté, trop fabriqué et en même temps, il faut quand même, in fine, avoir un minimum de règles, ne serait-ce que pour que le spectateur se sente pas totalement, perdu dans ce qu'il est en train de regarder. Donc je pense qu'il faut réussir cet exercice d'équilibriste. Il a quoi pour toi comme caractéristique passif et développement, le personnage parfait? Bah, moi, j'adore les personnages qui sont paradoxaux, ceux qui évoluent et ceux qui nous surprennent pour différentes raisons. Moi, par exemple, les personnages que je trouvais insupportables, pardon, que j'ai fini par aimer, pour moi, ça, c'est des bons personnages aussi. Alors que les personnages qui sont trop lisses, même s'ils sont héroïques ou tout ce qu'on veut, c'est pas ces personnages qui me parlent. En fait, moi, je suis quelqu'un de très bisounours, faut savoir. Donc, quand j'arrive à aimer un personnage pas du tout bisounours, je me dis ça, c'est un bon personnage. Et faut surprendre, en fait. Et peut-être que je dis ça parce que je suis scénariste et que j'ai tendance à tout regarder avec l'œil de scénariste. Et donc, bah, je suis pas surprise tout le temps quand je regarde un contenu. Mais en fait, moi, j'adore les séries, les personnages qui me font oublier que je suis scénariste et où je deviens juste une spectatrice
hyper assidu, hyper captivé par ce que je regarde. Donc pour moi, c'est plutôt voilà ça le personnage. Après, il peut être multiple, quoi. C'est pas tant des traits de caractère que ce que ça va générer chez moi en tant que spectatrice. Aujourd'hui, quand tu prends du recul et tu regardes un petit peu la quantité de projets que tu as pu développer, tu aurais tendance à dire que tu te ranges plus dans une case et que tu gravites autour de projets qui sont plutôt high concept ou character driven? Ou peut-être un mélange des 2, un hybride? Pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire davantage? Je pense que je suis plus attirée par le character driven. En fait, je pense que le high concept peut vite lasser. J'ai beaucoup été déçue, en tout cas en tant que spectatrice, par des séries high concept où finalement, très vite, la série tournait en rond. Très vite, les personnages ne me créaient plus d'identification, ne me suscitaient plus d'empathie. Donc déjà, en tant que spectatrice, je préfère character driven. Et en tant que scénariste aussi. Après, c'est des fois plus difficile de vendre et de défendre des séries character driven, mais je pense que j'ai quand même plus tendance à en écrire aussi. On va revenir à ce qui nous a fait aussi t'envoyer cette petite invitation à nous rejoindre. Le film français avait publié sa liste des nominations pour la femme de l'année 2024. Et tu étais là. Quel est selon toi ton actualité de 2024 qui les a fait te nommer? Question très difficile. Alors, il faut savoir que j'étais pas du tout au courant de l'existence. C'était ma deuxième question. Je voulais savoir si tu étais au courant. Oui, non, ce trophée, en fait, c'est la première édition du trophée de la femme parmi tous les trophées qui ont été remis dans le cadre du film français. Donc, je ne connaissais même pas l'existence. Il faut pas postuler ou quoi que ce soit. On est vraiment nommé sans le savoir derrière notre dos. Donc, j'ai découvert ça un matin. C'est ma sœur qui m'appelle, qui me dit, je sais pas exactement ce que c'est, mais une amie m'a dit qu'elle avait lu dans le film français que tu étais nommé quelque part, etc. Je googlise et je découvre ça et je tombe de ma chaise. En plus, syndrome de l'imposteur, plein de choses. Elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis pas du tout légitime, oulala. Enfin, j'étais à la fois hyper fière, à la fois hyper gênée. Enfin, un mélange de plein de trucs contradictoires. Donc, c'est difficile pour moi de savoir exactement. Après, voilà, je pense que je suis peut-être assez originale dans la mesure où j'ai fait beaucoup de choses autres que du scénario et je fais pas que de la télé. Donc, peut-être que c'est ça qui a permis de me distinguer. Je pense aussi, mine de rien, mon jeune âge, parce que je fais partie des scénaristes chanceux, qui ont pu très vite se lancer dans l'écriture et assez rapidement en vivant. Donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est peut-être mon côté polyvalent, éclectique, et le fait aussi, j'incarne une certaine jeunesse au sein du métier de scénariste, mais j'avoue que j'ai du mal à le justifier, parce que moi-même, je continue à croire que je suis pas forcément légitime, que ce soit pour cette nomination ou même des fois quand je me réveille le matin, je me dis, en fait, est-ce que je suis légitime en tant que scénariste? Et c'était quoi la suite? Alors du coup, donc ta sœur te dit, tiens, c'est marrant, Déborah, il y a ton nom qui ressort sur Google. D'un coup, tu dis, tiens, c'est marrant, ils m'ont nommé, mais j'ai pas eu d'infos. C'est quoi la suite? En plus, il faut savoir qu'au départ, quand l'info est sortie, elle était seulement réservée aux abonnés, le film français. J'étais pas abonnée, donc le suspense était à son comble. Et puis ensuite, ça a été un peu plus officialisé, relayé, etc. Et j'y croyais toujours pas, en fait. C'est assez bizarre comme sentiment, en fait. On est très peu, en fait, mis en avant. Nous, les scénaristes, on est beaucoup dans l'ombre. Donc, c'est assez bizarre comme sensation, mais je suis hyper reconnaissante. C'est assez chouette, en fait, ne serait-ce que d'être considérée pour ce type de trophée, aussi écrasant et vertigineux ça puisse l'être aussi. Et est-ce que tu as eu des petits messages touchants de gens qui avaient traversé ton parcours à ce moment-là? Oui, totalement, d'anciens supérieurs hiérarchiques, de collaborateurs, de partenaires, etc. C'est peut-être mon côté bisounours qui parle, mais j'ai l'impression que je suis très, très bien entourée, qu'il y a une vraie sororité, une vraie fraternité, que je suis entourée de beaucoup de gens bienveillants. Donc j'ai eu des messages assez touchants. Et puis, sur une autre note, quand j'ai sorti ma première bande dessinée, j'étais hyper flippée, de me dire: «Mais personne va l'acheter, en fait, personne va savoir qu'elle existe», et j'ai reçu pas mal de messages de collaborateurs, et cetera, de gens qui l'ont acheté, qui m'ont envoyé une photo, et cetera. Donc même si le métier est pas facile, j'aime bien rappeler aussi que c'est quand même un métier avec plein de gens bien, en fait.
et que ça fait du bien parce qu'en plus, voilà, on est je pense, beaucoup de scénaristes à des êtres sensibles, hypersensibles même, pétris de doutes, de syndrome de l'imposteur, donc c'est chouette aussi. En parlant de l'entourage que tu as pu avoir, à travers toutes tes expériences, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un conseil d'écriture que tu as retenu de la part de quelqu'un que tu appliques encore aujourd'hui? Alors, je me rappelle, en fait, quand j'ai voulu commencer, à écrire, j'ai contacté beaucoup de scénaristes, confirmés, pour avoir des conseils. Déjà, il faut savoir que beaucoup m'ont répondu favorablement. Beaucoup ont accepté, de trouver du temps pour moi, de prendre un café avec moi. Donc ça, voilà, je veux juste insister auprès de ceux qui écoutent. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si des fois c'est compliqué de trouver le temps, dès qu'on me demande: «Est-ce que tu aurais le temps pour un coup de fil, prendre un café?» et cetera, si je peux le faire, j'hésite pas. Je sais Et que la avec le podcast, je te coupe, mais tu peux peut-être avoir un Heureusement. surplus de demandes. Je Ben, j'essaierai de faire au mieux parce que, je pense que c'est super dur, on a besoin d'avoir des retours d'expérience, réalistes, mais aussi, rassurants aussi. Enfin, on a besoin, voilà, d'être motivé. Et il y a notamment un scénariste, confirmé qui avait accepté de me rencontrer, Noé Debré, et il m'avait, dit quelque chose que je continue à répéter comme mantra: «Toujours viser haut», en fait. Et je pense qu'il a raison parce que quand, en fait, on est scénariste débutant, on a tendance à ne pas viser haut. On a tellement déjà peur de plein de choses, de sa plume, du rejet et cetera, qu'on a tendance à la fois, entre guillemets, accepter n'importe quoi comme, condition de travail, accepter de travailler sans être payé, enfin voilà, tous ces choses-là. Des compromissions en termes de vision artistique et cetera, et en fait, je pense qu'il a raison, il faut toujours viser haut parce que c'est souvent quand on est ambitieux dans une idée d'écriture et cetera qu'on va pouvoir aussi séduire, je pense. C'est par notre singularité, notre audace, notre ambition que je pense on peut être, attirant en tant que scénariste, et donc je pense que c'est assez juste. Dans notre audience, on a des producteurs, on a des diffuseurs, on a beaucoup de scénaristes confirmés. On a aussi maintenant de plus en plus de techniciens. J'ai eu un message il y a pas longtemps de quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition jeunesse qui écoute le podcast. Enfin voilà, on a beaucoup d'écoute, mais on a aussi des jeunes scénaristes. Et est-ce que toi, tu as un exemple, par exemple, de série américaine, donc quand même assez référencée chez les jeunes scénaristes, mais est-ce que tu as un exemple de série américaine dont le schéma de développement serait assez compatible avec la France? Est-ce qu'une série comme Succession, par exemple, est une bonne approche? Est-ce une série comme The Bear est une bonne approche? Ce genre de choses. Quand tu parles de, schéma de développement, c'est, d'un point de vue artistique ou, De développement scénaristique, tu vois, de structure de scénario. Est-ce qu'il y a, ou alors est-ce que tu vois vraiment une différence fondamentale entre les séries américaines, qu'elles soient sur des networks peut-être plus libres comme HBO ou des séries comme ABC, des séries qu'on trouve sur ABC, mais est-ce qu'il y a des séries qui seraient un bon exemple pour un scénariste débutant en France à regarder aux États-Unis? Bah, en fait, moi, j'aurais tendance à dire, de toute façon, il faut rien s'interdire. Je pense que potentiellement, n'importe quelle série américaine ou même d'autres nationalités peut être un enseignement ou être riche, en apprentissage, en fait. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidée, quand j'ai commencé à écrire, ça a été d'avoir beaucoup de références parce que l'un de mes premiers jobs, chez Canal+, c'était de littéralement passer ma journée à visionner des séries, et ensuite, voilà, de faire Dis donc! une Telle vie. C'est quand même cool comme job. Ah non, mais vraiment, meilleur premier job du monde, même si après il y avait C'est énorme, c'est la énorme. partie, argumentaire, négo et cetera, et en fait, je pense que encore aujourd'hui, ça m'arrive de me dire sur, une série, de me dire: «Mais en fait, il y avait, tel mouvement dramatique que j'ai vu dans telle série brésilienne que il y a ce truc, faut peut-être s'en inspirer», ou en fait, je pense qu'il faut rester hyper ouvert quand on est scénariste, ne rien s'interdire, ne pas se dire: «Mais en fait, les Américains, ils font des séries de telle façon et nous, on pourra jamais le faire». Donc potentiellement, n'importe quelle série américaine qui est quali, qui est réussie, peut être une super inspiration, mais pas que. Je pense qu'il faut aussi, et c'est plus difficile malgré l'arrivée des plateformes, essayer de se nourrir de séries autres que les séries américaines qui sont peut-être, un peu plus formatées que les séries étrangères, quali, qu'on peut voir par ailleurs. Quand tu es sur un projet, sur lequel tu n'es pas la créatrice ou la co-créatrice,
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement arrive sur un projet qui n'est pas le sien, mais qui devient le sien par extension, pour trouver sa place, en tant que scénariste? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est trop par rapport au créateur? Bah, en fait, moi, ça m'est arrivé que sur le remplaçant. Et du coup, ça a été une super école. Et en fait, je pense qu'il faut pas s'interdire. En fait, il faut être hyper, comment dire, à l'écoute de la grammaire de la série, l'ADN de la série. Il faut vraiment, voilà, s'imprégner de la série. Mais il faut pas s'interdire des choses, faut pas se censurer parce que si ça se trouve, il y a des bonnes idées qui peuvent être compatibles avec ce travail de commande, en tout cas ce travail qui n'est pas un travail de création. Après, ouais, ça demande aussi d'avoir quelqu'un en face qui va être à l'écoute, mais je pense que il faut oser suggérer des choses et au pire, bah, tant pis, on se fait recaler, on se fait retoquer. Mais je pense qu'il faut pas s'interdire parce que j'ai l'impression que de plus en plus, les auteurs qui font de la commande, ils ont quand même de la liberté. Il y a des séries comme HPI qui sont dirigées dans l'écriture par 2 super auteurs-créateurs, mais qui font appel à chaque fois à 2 nouveaux auteurs par épisode. Et je trouve qu'il y a à chaque fois des super trouvailles en termes de parti pris scénaristique, dynamique nouvelle. Enfin, c'est jamais ronronnant en fait. Donc même dans les séries installées qui ont quand même une certaine grammaire. Donc je pense qu'il faut pas s'interdire. En tout cas, faut aller dans la commande en se disant oui, je vais être contraint par certaines règles de la série qui ont été sacralisées par X épisodes déjà diffusés, mais se dire qu'on peut aussi trouver un espace de liberté dans ce genre de série. Tu parlais du remplaçant. Comment tu travailles quand alors est-ce que la tête d'affiche arrive très tôt dans ton travail d'écriture? Est-ce que, comme on l'avait déjà souligné avec Maxence dans un autre podcast, est-ce que tu as des producteurs maintenant qui demandent aux scénaristes: «Est-ce que tu aurais pas un contact avec une tête d'affiche?» Donc ça me fait toujours un peu rire et donc mais c'est surtout comment tu adaptes ton travail quand tu sais qui va jouer le premier rôle? Alors, bah, le remplaçant, en fait, c'était la fin de la saison 1, les épisodes sur lesquels je suis intervenue, donc on savait déjà qui était la tête d'affiche, donc c'était assez et même les seconds couteaux, donc c'était assez confortable. Et puis, il faut savoir que Joe Star aussi fait un travail d'adaptation des dialogues. Il apporte sa touche pour que ce soit toujours juste, donc c'était assez facile. Sur les autres séries que j'ai pu écrire, certaines diffusées, certaines en cours de gestation, effectivement, on a eu souvent assez tard la tête d'affiche. Après, il y a eu des happy end. Ça m'est souvent arrivé de dire: «Ah, j'aimerais bien avoir tel acteur» et in fine de l'avoir. Donc ça, c'est le meilleur des scénarios possibles parce que ça demande pas un travail d'adaptation énorme et puis bon, c'est hyper chouette de se dire que ce qu'on avait dans la tête se concrétise. Mais par exemple, sur La Maison d'en face, on a su assez tard qui allaient être les 4 personnages et en plus, la particularité de La Maison d'en face, c'est que c'est quand même 4 personnages «principaux» entre guillemets. Donc il y a, voilà, quand même 4 rôles importants à servir. Mais heureusement, en fait, dès qu'on a su qui était le casting attaché, on a pu avoir largement quand même la flexibilité et le temps de pouvoir dater. On a pu faire des lectures comédiens, mais par exemple, là, le projet sur lequel je suis va bientôt partir en prépa, normalement en avril. On a seulement le personnage masculin principal. Déjà, c'est bien, mais on n'a pas encore les autres. Donc je reste hyper alerte sur l'adaptation nécessaire qu'on va devoir faire. Quand tu fais du script doctoring, en fait, jusqu'où tu peux aller dans le changement? Ça dépend en fait. Il y a différents types de missions de script doctoring. Ça peut être vraiment du lissage de dialogues, et cetera. Donc ça, c'est pas non plus des changements qui sont, on va dire, révolutionnaires. C'est plus une certaine efficacité, une certaine tonalité. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'arriver en cours de route sur un projet et qu'on me dise en fait, la promesse, elle est top, mais il faut changer totalement l'ADN de la série, repenser le point de vue, et cetera. Et c'est assez délicat parce que en fait, ce qui est compliqué quand on est script doctor, c'est que j'ai l'impression que des fois, quoi qu'on dise, on est perçu comme un pompier, comme un sauveur et qu'on va nous dire amen à tout. Et souvent, on peut se tromper en fait. On n'a pas la science infuse et ça reste très subjectif. Donc ça demande à la fois des convictions pour pouvoir défendre et en même temps rester assez objectif avec les propositions
suggérer, quoi. Donc c'est l'exercice du script doctoring est pas facile et puis ça peut être, aussi compliqué en termes de politique sur le projet. C'est pour ça que moi je fais du script doctoring que quand je sens que l'environnement d'écriture est sain. Quand je sens qu'en fait ça me demande des scénaristes ou qu'il y avait un besoin d'altérité ou que par exemple, moi, ça m'est arrivé d'arriver en script doctor sur un projet qui était très masculin. Il y avait que des auteurs masculins, des producteurs masculins, des consultants masculins, mais il fallait quand même, parce qu'il y avait des personnages féminins à servir, avoir aussi un point de vue autre qui soit à la fois neuf, mais qui soit aussi féminin. Donc ça, c'était un peu plus facile comme position parce que c'était assez objectif pourquoi j'arrive sur le projet. Il y a des projets parfois j'ai refusé d'ailleurs où je sentais que les auteurs d'origine pourraient être dépossédés de leur travail et comme je suis moi-même auteur, voilà, j'étais pas à l'aise avec ça. Sur ton parcours, Déborah, quel est le projet ou la rencontre qui a tout changé? C'est pas facile, hein, parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres, mais je dirais que ce qui a été, je pense peut-être la meilleure rencontre, c'est avec Marion Carnel parce que bon, déjà c'est une rencontre d'amitié. On a commencé ensemble, donc c'est pas la période la plus simple, la période du commencement. On a eu, je pense, notre réassurance au même moment qu'on a obtenu conjointement la bourse Lagardère. On a eu aussi des moments de vie qui se sont télescopés avec les moments d'écriture. J'ai enchaîné donc 2 bébés et heureusement, elle a pu assurer en mon absence. Ensuite, l'autre situation s'est présentée, elle-même a dû s'absenter, etc. Donc on s'est serré les coudes et comme je le disais, en fait, c'est pas facile de rester amis quand on est confronté à de tels stress d'écriture, potentiellement des convergences artistiques, etc. Et du coup, la chance que j'ai, c'est que ça a pas du tout fragilisé notre amitié, ça l'a renforcée. Donc, je suis assez reconnaissante de ça. Donc, je pense que c'est un bon exemple de belles rencontres qui jurent. Je remarque que tu as quand même pas mal d'adaptations dans tes projets en développement ou développés potentiellement. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important que d'adapter une histoire qui est déjà existante et d'y mettre ta patte, ou c'est plutôt quelque chose qui vient sur le tapis comme une opportunité? Ça a jamais été conscient en fait, ça a plus été soit des romans qui m'ont touchée et j'ai été proactive et j'ai été voir des amis producteurs en disant tu veux pas qu'on fasse ça ensemble, etc. Soit à contrario des producteurs qui sont venus me voir en disant ouais, j'ai pris les droits, il y a cette histoire et comme l'histoire a été chouette et qu'en même temps il y avait quand même un travail à faire pour l'adapter, j'étais partante. Mais c'est plutôt des hasards que ce soit des adaptations et c'est des adaptations de choses assez différentes. Il peut y avoir du roman graphique, du roman, enfin j'ai adapté tout type de choses, du format. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les meilleurs livres font les pires adaptations. Parce que quand un livre est tellement bien écrit, tellement reconnu, tellement adoré par un lectorat, c'est hyper difficile de s'en emparer et de savoir comment s'y prendre. A contrario, ça m'est arrivé, en tout cas quand j'étais en direction littéraire, de me dire mais en fait ce livre est écrit avec les pieds, mais il y a une idée qui est incroyable, il y a de l'audace et donc c'est hyper légitime de penser une adaptation. Donc l'adaptation est un exercice hyper intéressant. Et c'est aussi un exercice qui peut être assez écrasant. Là, j'ai été contactée pour adapter un roman qui a été beaucoup vendu, qui est vraiment adoré par une communauté. Et en même temps, il y a énormément de choses à changer. Et je sais que c'est hyper délicat aussi de changer des choses parce que le lectorat d'origine, il peut ne pas comprendre que, en fait, adapter, c'est trahir. Comprendre les difficultés scénaristiques auxquelles on est confronté et qui demandent justement de trahir des choses. Donc je me pose beaucoup de questions, notamment parce que j'ai pas envie de heurter un lectorat et en même temps je vois qu'il y a des choses que je pourrais pas garder telles quelles. Donc c'est pas évident. T'as sorti donc une BD autour du golem, tu peux nous en parler un petit peu? Et si un jour il y avait quelqu'un d'autre qui l'adaptait en fiction, ça serait quoi tes recos? D'accord. Alors, on fait de la fiction. Oui. Alors le Golem de Paris, c'est un polar fantastique et politique qui, en fait, a été écrit il y a quelques années. Ça a été assez long la gestation parce qu'il a fallu trouver la bonne personne pour illustrer.
Et on n'a pas trouvé tout de suite. Il fallait que la personne prenne le temps d'illustrer. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, ça parle de politique et notamment de la montée de l'extrême droite en France et en Europe. Et c'était pas aussi prégnant à l'époque de l'écriture. Et malheureusement, c'est très, très actuel. Donc, c'est à la fois intéressant en tant que scénariste de se dire qu'on a écrit quelque chose qui peut résonner avec des préoccupations des Français. Et à la fois, on aimerait ne pas être aussi raccord avec l'actualité. Je me suis beaucoup éclatée parce qu'en fait, j'ai vraiment fait tout ce que j'avais pas le droit de faire à la télévision. C'est-à-dire du fantastique. Il y a un petit côté un peu Marvel dans l'écriture parce que finalement, le golem, c'est ça qui m'a plu dans la figure. C'est un peu le premier des super-héros. C'est en fait une créature mythique, folklorique, inspirée d'une légende juive kabbalistique qui est née à Prague. Et en fait, le golem était une créature d'argile créée par un homme, le Maharal de Prague, une figure religieuse qui a décidé de créer une créature pour protéger la communauté juive de Prague qui était victime de pogroms. Et en fait, du coup, moi, l'idée, ça a été de revisiter ça aujourd'hui en France dans les années 2020 avec une créature qui est là pour finalement protéger des victimes d'actes antisémites qui ont été déclenchés par des néo-nazis. Et je me suis beaucoup amusée à faire ça, même si c'était assez aussi délicat de traiter de façon assez juste d'un sujet politique, alors même qu'on avait un angle fantastique. Et quel serait le conseil que tu donnerais si, je sais pas, par exemple, quelqu'un l'adaptait ça devient une série, ça devient un unitaire, mais par contre, c'est pas toi qui es choisi parce que tu es aux États-Unis, par exemple. Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas du tout écrit le golem en me disant il faut que ce soit adapté. Donc c'est pas la bande dessinée la plus facile à adapter parce que déjà elle risque de coûter très cher parce que il y a beaucoup de la créature elle risque de coûter cher en VFX. Il y a beaucoup de destruction de bâtiments, notamment à Paris. Voilà, donc ça fait pas le simple. Après, j'ai déjà eu quand même des demandes de disponibilité de droits des producteurs qui s'y intéressent. Surtout qu'a priori, ce qui les rassure, c'est de se dire que potentiellement il y aurait une scénariste déjà partante pour l'adapter, c'est-à-dire moi. Après, j'avoue que je serais pas du tout contre, voire au contraire, contre l'idée que quelqu'un d'autre l'adapte, en tout cas m'épaule, parce que je pense qu'il faut avoir du recul aussi pour adapter sa propre œuvre et notamment trahir. C'est pas un exercice simple, donc je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir aussi quelqu'un d'autre dans le cadre d'une adaptation potentielle qui puisse rejoindre l'aventure. En parlant de tout ça, des genres que tu as pu essayer en écrivant en golem, est-ce qu'il y a d'autres genres, d'autres formats, d'autres supports, ça peut être n'importe lesquels, enfin qui pourraient être créatifs, auxquels tu aurais envie de t'essayer? Alors, un genre qui me faisait très, très envie, c'était l'horreur, en fait. Et par chance, j'ai pu concrétiser cette envie. J'ai écrit un thriller horrifique dans la veine de Stephen King que j'admire, mais vraiment, j'admire totalement, qui va sortir le 16 avril, toujours chez les Humanoïdes Associés. C'est une bande dessinée. Donc ça a été hyper épanouissant, mais j'ai encore plein d'envies. Mais des envies que je m'interdis soit par manque de temps, soit parce que j'ai l'impression de ne pas encore avoir les compétences pour. J'adore la comédie musicale, donc je rêve d'écrire une comédie musicale. Donc j'y réfléchis, mais c'est pas un chantier facile, mais j'adore. Donc ce serait une envie. J'adorerais aussi écrire un roman parce que je suis une grande lectrice de romans. C'est mes premières vraiment expérimentations d'écriture, ça a été du roman, des choses que aujourd'hui je lis avec effroi parce que j'étais jeune, naïve et ma plume était mauvaise. Donc j'ai écrit beaucoup de romans quand j'avais 12, 13 ans, voilà. Et ça m'a fait du bien, mais je n'en ferai rien aujourd'hui. Mais du coup, j'ai envie de m'essayer au roman, mais c'est un genre qui m'intimide énormément, en fait. C'est un genre qui demande beaucoup d'années de travail, de gestation, etc. Et je sais pas quelle serait l'idée que je pourrais développer sur un roman, parce que j'en ai beaucoup, mais je saurais, pour l'instant, j'arrive pas à savoir laquelle, mériterait d'être vraiment exploitée sous la forme d'un premier roman. Donc voilà, j'espère un jour sauter le pas, mais pour l'instant, je suis vraiment intimidée. Et j'aimerais bien aussi écrire du théâtre, parce que je suis une grande amatrice de théâtre, et c'est un genre différent, c'est une autre approche de la langue.
Et en fait, j'aime bien les défis. Ce qui me guide beaucoup quand j'accepte un nouveau projet ou quand je lance un nouveau projet, que ce soit côté scénario ou pas que, c'est de me dire: «Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur?» Et si je n'ai pas déjà fait ça, si je n'ai pas déjà été confrontée à ce challenge et si ça me fait peur, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt, le signe qu'il faut que j'y aille. Je pense que la peur est un très bon guide quand on est scénariste. Parce que si ça fait peur, c'est que peut-être que c'est ardu, mais que ça veut dire aussi que peut-être que c'est intéressant et que c'est différent. Donc voilà, plein de choses qui m'intéressent et c'est une chance, quoi. C'est une chance d'être, intéressée par plein de choses. Et est-ce que le cinéma et à un moment travailler aux États-Unis, c'est un but pour toi? Alors, pendant longtemps, effectivement, j'avais le rêve de bosser aux États-Unis. Pour moi, être scénariste, c'était être scénariste de films à Hollywood et peut-être que vous le voyez pas là, mais j'ai une réplique d'un Oscar que j'ai acheté, un Oscar en toc, hein, bien sûr, que j'ai acheté, à $10, à Los Angeles quand j'ai été à l'âge de 10 ans pour la première fois, parce que pour moi, c'était, le le rêve ultime. Alors oui, je vais pas mentir, je pense que tout scénariste rêve de faire un film à Hollywood, mais c'est pas, en même temps ce qui me fait me lever le matin. Moi, j'ai surtout envie de continuer à prendre du plaisir à écrire, de bosser avec des gens sympas et si jamais j'ai la chance de concrétiser ce rêve, bah, super, mais voilà, je vais pas, heu, être obsédée par ça, en fait. Je trouve que je suis déjà hyper épanouie, hyper chanceuse, de pouvoir faire des choses qui sont diffusées, de le faire dans des bonnes conditions. Mais forcément, j'y pense. Hem Et le cinéma, c'est marrant parce qu'au départ, je pensais vraiment plus au cinéma. J'ai toujours regardé beaucoup de films, je continue à en regarder beaucoup et en 2004, je pense, j'ai eu ce déclic sériel en regardant la série Lost. Même si elle a ses défauts, ça a été vraiment pour moi une série, emblématique, qui a marqué un tournant dans ma vie de spectatrice, mais également dans ma vie tout court, où je me suis dit: «En fait, on peut vraiment bousculer les codes». C'est une série que je continue à regarder, à re-regarder. Donc je sais pas pourquoi, mais je suis de plus en plus attachée à la série et j'ai de moins en moins d'idées de films. Après, si une idée, se manifeste et qu'elle est plus adaptée au cinéma, bien sûr, je l'envisagerai, mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai ce biais à surtout avoir des idées de séries, en fait, parce que j'ai eu ce déclic sériel, dans les années 2000. C'était l'âge d'or des séries, aux États-Unis. Il y a eu énormément de séries, comme 24 heures chrono, Prison Break, Desperate Housewives, Lost, qui, pour moi, restent des références, restent des séries doudou que je regarde souvent. Donc, j'ai ce biais sans doute, dans mon approche de l'écriture. On va arriver tout doucement à la fin on va dire à la dernière partie du podcast, donc on va arriver sur nos dernières questions. Maxence, est-ce que tu en as? Oui, j'en ai une. Ça serait justement de te demander si dans tes projets en développement, il y en a un tout particulièrement qui te donne vraiment envie qu'il aille jusqu'au bout et si tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est pas vraiment un projet en développement, disons que c'est un projet passé, mais que je continue à essayer de lancer, relancer, justement, c'est le projet pour lequel j'ai eu la bourse Lagardère. C'est un projet qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, mais qui a quand même toujours gardé son âme. C'est un projet qui se passe dans l'arène de l'Agence spatiale européenne et j'ai l'impression que c'est mon projet le plus abouti, le mieux écrit. C'est un projet qui a failli se vendre à multiples reprises et à chaque fois, il y a eu un coup du sort, en fait. Plusieurs chaînes, ont voulu, le prendre et il y a eu pas mal de choses, des changements de direction, des changements de ligne éditoriale, le fait que ça fasse peur parce que ça parlait en partie de l'espace, même si 90% de l'intrigue se passait, sur Terre, au sein de l'Agence spatiale européenne. C'est un thriller, fantastique sur une femme astronaute qui revient de 6 mois de mission et qui trouve changée. Forcément, elle est changée parce que quand on passe 6 mois dans l'espace, notre corps, il est changé, il est affaibli, il faut qu'il se réhabitue à la gravité. Mais en fait, elle découvre qu'elle a développé un super pouvoir, en fait, une capacité de guérison, de régénérescence. Et toute sa vie va être chamboulée, ce retour à sa vie, à son mari, à sa fille. Et elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle a juste envie de retrouver une vie normale, en fait, après avoir fait quelque chose d'aussi extraordinaire qu'une mission dans l'espace. Elle a envie de, sans doute, faire un deuxième enfant. Elle a envie d'être normale. Et il y a ce don qui s'impose à elle et qu'elle peut pas garder que pour elle parce qu'il pourrait être assez
salutaire pour l'humanité. Et c'est à la fois un thriller un peu paranoïaque dans l'Agence spatiale européenne où elle va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'elle a été le cobaye d'une expérience? Donc, il y a toute cette trame. Il y a à la fois une trame ultra, on va dire, existentielle où elle se pose des questions sur sa vie, comment dissocier la femme, la mère de famille, l'épouse du personnage public ultra adulé, ultra adoré. Il y a à la fois un côté fantastique et donc c'est un projet que j'aime beaucoup, que je trouve ultra chouette, mais que j'ai toujours pas réussi à placer. Et donc, je désespère pas. Et je pense que c'est hyper symptomatique de beaucoup de scénaristes. On a plein de projets qui se font, qu'on aime beaucoup et c'est super. Mais bizarrement, des fois, il y a des projets qui nous tiennent tout particulièrement à cœur, qui sont nos projets chouchous, qu'on n'arrive bizarrement pas à faire avancer. C'est ça qui est vachement, des fois, étrange, arbitraire. C'est de se dire, en fait, des fois, c'est les projets qu'on a le plus bossé, qu'on défend le plus, qui ne trouve pas, en tout cas, tout de suite preneur. Donc, et je désespère pas parce qu'il y a des belles histoires. Je sais qu'il y a des projets comme, par exemple, la série Culte qui ont été portés pendant 10 ans par leurs scénaristes et qui ont été couronnés de succès et qui sont ultra bien écrits, ultra bien produits, ultra bien réalisés, etc. Donc, les happy end existent et je pense qu'il faut toujours continuer à défendre ces projets. Donc, je pense que ce projet, je vais continuer à le défendre, à essayer de le pitcher, de le ressortir, de le retravailler. Et j'espère qu'un jour, il arrivera sur les écrans. Ou peut-être il finira en bande dessinée. Enfin, voilà, tout est possible, mais j'ai envie de défendre ce projet. Donc, voilà. Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourrait voir émerger une plateforme qui changerait un petit peu le rapport de force, ou en tout cas de demande entre les scénaristes et les producteurs? Parce qu'aujourd'hui, on envoie nos projets chez les producteurs, on les relance, etc. Mais est-ce que tu crois peut-être à l'émergence un jour d'une plateforme où les scénaristes pourraient publier sans être paniqués du fait qu'ils peuvent peut-être se faire piquer l'idée? Voilà, une plateforme de présentation de scénarios, les producteurs viendraient plutôt chercher que d'attendre de recevoir. Il y a déjà eu des tentatives. Je me rappelle qu'en 2016... C'est pour ça que je t'en parle, ouais, exactement. il y avait eu la plateforme French View qui faisait aussi de la mise en contact. Il y a eu aussi Paper to Film. Et effectivement, on pense à ce type de plateforme quand on voit le succès de plateformes comme Wattpad. Mais en fait, ce qui est un peu plus compliqué dans le scénario, c'est que le scénario est une étape de l'histoire, mais ce n'est pas le produit fini, entre guillemets. Alors que sur Wattpad, en fait, comme c'est des produits plus ou moins finis, c'est beaucoup plus facile pour un projet de roman, en fait, de se faire lire, de se faire connaître et de pouvoir exister. Ce qui est hyper compliqué dans le scénario, c'est que tant qu'il n'y a pas tous les partenaires assis autour de la table, le projet reste figé à une étape qui est l'étape du scénario. J'espère que ça va exister, mais je pense que c'est malheureusement pas évident de faire aboutir ce genre de plateforme. Et je salue ceux qui ont tenté des choses, parce que c'est quand même des projets qui sont à chaque fois assez lourds à porter. Avant de passer aux petites questions express de Maxence qui clôture chaque épisode, pour toi, un bon personnage, tu l'écris comment dans une Bible? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui adorent quand justement nos invités expliquent concrètement que ils commencent soit par une action hyper précise, soit par un sentiment du personnage et après il découle. Toi, c'est quoi ta présentation idéale d'un personnage dans une fiche de présentation de personnage dans ta Bible? Alors, l'erreur que je faisais au début, c'est de faire des fiches personnages. Et fiches personnages, c'est pas la meilleure approche parce que c'est assez artificiel, assez figé dans le temps. Et moi, ce que j'ai tendance à me dire, c'est que c'est vraiment l'adage « show don't tell » qui devrait être finalement respecté. Donc, du coup, de plus en plus, même si ça demande un certain travail de développement, j'essaie de présenter mes personnages dans l'action. Donc, effectivement, en fait, c'est par ce qu'ils font qu'on va finalement réussir à les cerner, mais ça demande de vraiment les montrer dans l'action sur un temps long, en fait. Parce que pour moi, un personnage, il est intéressant dans ses contradictions, dans ses ambivalences, dans son évolution. Et en fait, je pense que pour qu'un personnage soit ultra lisible, faut qu'on le découvre à un point A, qu'on le retrouve à un point d'arrivée, à un point Z, et qu'on voit le cheminement qui a été fait, qu'on puisse s'attacher à ses contradictions. Et ce qui est aussi, je trouve, ultra intéressant comme outil pour penser un personnage, c'est de aussi jouer tout ce qui est dissonance entre ce qu'il pense être son besoin et ce qui est son vrai besoin
En fait, souvent, par exemple, les personnages, par exemple, Citizen Kane, pour prendre un personnage un film ultra célèbre, c'est en fait un homme de pouvoir qui a ce manque d'affection, ce besoin de retourner à l'enfance, etc. Et je trouve que cette contradiction, elle est ultra parlante. Donc, je pense qu'il faut montrer un personnage dans l'action, mais également dans ce qu'il a de ultra paradoxal et ultra contradictoire. Très bien. Maxence, c'est à toi de conclure. Alors, pour terminer, j'ai toujours 3 petites questions. On dit express, mais on comprend qu'éventuellement, c'est pas forcément des questions express parce que ça peut demander un petit peu de réflexion. Mais du coup, tu nous as donné une piste pour la première, mais est-ce que tu as un film ou une série préférée? En général, j'ai un film préféré par catégorie, mais si vraiment il faut que je choisisse un film, ce serait le film Bienvenue à Gattaca, que je trouve ultra avant-gardiste, ultra poétique, ultra bien écrit, bien réalisé, bien joué, enfin un bijou. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu parmi ceux qui nous écoutent, mais si c'est pas le cas, foncez, c'est une pépite. Une série, c'est pas simple parce que comme j'en ai parlé, il y a la série Lost qui m'a éveillée, qui a été un déclic, mais pour moi, la série parfaite, c'est plutôt The Office. Ce qui est hyper paradoxal, parce que je vous ai parlé quasiment que de polar, thriller, 52 minutes. Mais ce que je trouve ultra réussi dans The Office, la version américaine, bon déjà, c'est que c'est un des rares remakes qui peut rivaliser, voire dépasser sa série d'origine. Ce qui, du coup, Complètement d'accord. Ouais. Tous les remakes ne sont pas, je veux dire, des vulgaires copies, déjà. Et surtout, c'est des personnages, mais ultra aboutis et qui évoluent énormément. Parce que Michael Scott, c'est quand même un personnage dans les premiers épisodes qui est détestable à tous les égards et qui finalement va devenir, je trouve, l'un des meilleurs personnages de la télévision. Donc, rien que pour ça, The Office. C'est vrai que c'est intéressant parce que la première saison, pour ceux qui les connaissent pas, dépasser la première saison qui fait 6 épisodes, c'est pas difficile à regarder pour beaucoup. C'est hyper difficile. Le personnage de Michael Scott est pas du tout attachant. Alors qu'en fait, il y a justement, Steve Carell a vachement travaillé avec les équipes d'auteurs justement pour rebouger ça en début de saison 2 et après ça devient absolument extraordinaire. D'ailleurs, il faut qu'un Dundies derrière, du coup. Il faut que tu le mettes à côté de l'Oscar. Eh ben, j'en serais très fière. Mais en fait, voilà, mon rêve de scénario, c'est d'avoir un Dundee. Je sais pas comment c'est possible. Mais oui, en fait, je pense que le problème de la saison 1, c'est qu'elle était justement trop fidèle à l'original. Et en fait, la série, elle a réussi à s'épanouir quand elle s'est distancée de l'original, qui était finalement ancrée dans une époque et surtout ancrée dans un territoire, dans un type d'humour. Et du coup, les bons remakes sont possibles, mais il faut juste trouver le bon ADN, en fait. Alors, deuxième question, le scénario que tu aurais voulu écrire, si tu avais pu, à la place de quelqu'un. Ah, par exemple, il y a une série qui m'impressionne. C'est pas forcément ma série préférée, mais je trouve que c'est une série qui est tellement bien écrite. C'est la série Watchmen, en fait. Parce que je trouve qu'il y a des exercices de style à chaque épisode. Ça va jamais là où on pense que ça va aller. C'est à la fois ultra fidèle aux comics et en même temps ultra différent. C'est ultra moderne et c'est une série qui je trouve est complète parce que la musique est au service de l'écriture au service des personnages, les personnages au service de la réalisation. Enfin, je trouve que c'est une série que j'aurais voulu écrire. Non, une autre série que j'aurais voulu écrire, Westworld aussi. En tout cas, les 2 premières saisons. Et du coup, la dernière, le dernier coup de cœur que tu as pu avoir, que ce soit série ou film. Est-ce que je peux en citer 2? Bah, bien sûr. Parce que j'ai envie de complètement interdit, je suis désolé. J'en profite. En fait, il y a 2 séries que j'ai beaucoup aimées récemment et qui sont passées un peu inaperçues, donc j'ai envie de les mettre en lumière. C'est la série, tout d'abord, No Good Deed, qui est une série sur Netflix avec Lisa Kudrow. Et en fait, je trouve que faut peut-être aller au-delà de l'affiche et de la bande-annonce, parce que quand on voit la bande-annonce, l'affiche, on se dit ça va être une série comédie noire, bien foutue, mais comme on en a vu beaucoup. Et ce que j'ai trouvé super dans la série, c'est qu'effectivement, c'est une comédie noire, une comédie satirique, mais c'est aussi une série ultra émouvante. J'ai beaucoup pleuré. Et je trouve que la justesse, l'équilibre entre la comédie, le propos, la satire, la justesse, enfin, voilà, je trouve que c'est une série ultra complète. Et une autre série que je trouve assez intéressante pour notamment un certain nombre de raisons communes à la série précédemment citée, c'est la série
Man on the Inside avec Ted Danson, aussi sur Netflix. Une série par le créateur de Parks and Recreation et par le créateur de The Good Place. Une série assez juste, et en plus une série dans une arène qui m'attirait pas du tout parce que c'est une série qui se passe dans un EHPAD et en fait c'est une série qui est tout sauf anxiogène. C'est une série ultra lumineuse, ultra positive et une série vachement axée sur la vie. Et donc je trouve que c'est un beau défi d'écriture. Donc c'est pour ça que je cite ces deux séries qui vont pas sur des sujets faciles et qui les traitent avec brio. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Déborah. Plaisir partagé, merci à vous. Déborah, un grand merci d'avoir encore accepté l'invitation. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que nos auditeurs et nos auditrices vont prendre comme conseils et astuces que tu nous as transmis pendant cet enregistrement. Pour toutes et toutes qui nous suivez, n'oubliez pas d'aller mettre un petit post sur vos réseaux pour partager les arrivées des épisodes de séquence. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les réseaux. Je le redis, je fais un petit peu un petit peu mon vieux là-dessus, mais en fait, ça nous aide à monter dans les algorithmes. Et comme à chaque fois qu'on le dit pas, en fait, ça stagne. Et dès qu'on le dit, hop, les gens y partagent. D'ailleurs, je précise, Maxence, je sais pas si t'as remarqué, mais le jour où j'ai dit que ça servait pas à grand chose d'aller voir la version YouTube, alors déjà, on n'avait pas beaucoup. On a 1% de notre audience qui doit se faire sur YouTube, c'est vraiment Rikiki. Mais alors, à partir du moment où je l'ai dit, plus personne n'a regardé. Donc, revenez sur YouTube, venez nous voir sur YouTube. Ça sert absolument à rien à part de voir mon mug, effectivement, d'Under Mifflin. Avec tes mains aussi. Ah bah j'ai le même mug. Et on peut voir que je suis pas que en fait et que je suis totalement tout feu tout flamme. Donc, voilà. Exactement. Bah écoute, merci pour cette super énergie. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont adorer cet épisode. Nous, avec Maxence, on vous fait des bisous à tous et à toutes et on vous dit à très bientôt. Salut, salut. À bientôt.